Salut, Sony m'a prêté deux caméras la semaine dernière qui sont les Sony RX0. Donc ce sont de toutes petites caméras qui pourraient ressembler à des GoPro, qui n'en sont absolument pas, on verra plus tard pourquoi. Malheureusement j'ai dû les renvoyer ce matin, donc je les ai plus sous la main, mais j'avais fait un maximum de plans avant pour essayer d'illustrer au mieux les propos que j'allais pouvoir vous dire maintenant. Je vous invite à voir le résultat dans la petite fiche suggestion qui va s'afficher à ma gauche, à votre droite ici. Le but de la vidéo était de filmer exclusivement avec la RX0. J'ai pu du coup avoir deux caméras sous la main pendant une semaine et on passe tout de suite à la présentation de la caméra. La RX0 est donc une caméra miniature, vraiment toute petite, qui fait quasiment la même taille qu'une GoPro, mais qui possède un capteur 1 pouce. Pour un format aussi petit, c'est assez rare d'avoir un capteur aussi grand. Elle possède un objectif Zeiss, donc Sony et Zeiss font souvent des partenariats et font aussi de très bonnes optiques, et du coup on a un objectif Zeiss qui est l'équivalent d'un 24 mm sur un capteur plein format. Pour un capteur 1 pouce, c'est un objectif 7,7 mm. L'objectif ouvre à f4, mais il ne ferme pas, c'est-à-dire que vous aurez un f4 continu, fixe. C'est un point noir pour moi, de ne pas pouvoir fermer son diaphragme, qui va vous obliger en fait à augmenter forcément votre vitesse d'obturation pour obtenir une bonne exposition. En vidéo, c'est pas forcément ce qu'on veut, et ça peut malheureusement faire des choses pas terribles. Pour pallier à ça, on peut rajouter des filtres neutres. Pour protéger l'objectif, on retrouve une grande vitre qu'on peut enlever pour mettre à la place un adaptateur qui nous permettra de visser des filtres ou bien des compléments optiques. Et je me demande si justement en faisant ça, on perd pas le côté waterproof de la caméra. Donc c'est vraiment dommage de la part de Sony de ne pas nous avoir mis ne serait-ce qu'un petit diaphragme, de le fermer pas forcément jusqu'à f22, mais de pouvoir fermer un minimum. La caméra est waterproof et shockproof, c'est-à-dire qu'elle va aller sous l'eau jusqu'à 10 mètres sans aucun caisson et tolère les chutes jusqu'à 2 mètres de hauteur. À l'arrière, on retrouve un tout petit écran, il n'est pas forcément de très bonne qualité, mais suffisant pour voir correctement ce qu'on filme. On va retrouver 6 boutons, haut, bas, gauche, droite, menu et un point qui nous permettra de faire le point. En gros, on appuie sur le bouton et ensuite avec gauche et droite, on va pouvoir gérer la mise au point. C'est pas forcément ce qui est de plus pratique, mais pour une caméra aussi petite et waterproof, ça peut être vraiment intéressant. On va retrouver également dans les menus notre réglage du focus picking et du zebra. Donc le focus picking va vous aider en fait à savoir où vous êtes net dans votre image. C'est une aide à la mise au point qui permet, surtout sur un écran aussi petit, d'être sûr d'être au point là où on veut. C'est vrai que vu l'écran, ça peut être assez difficile de voir si on est bien au point ou non. Le zebra, rien à voir avec la mise au point, mais en fait le zebra, ça vous permet aussi de savoir si vous êtes surexposé quelque part dans votre image. Donc ça, ce sont deux options qu'on retrouve pas forcément sur tous les boîtiers et qu'on retrouve sur toutes les caméras professionnelles. Et donc là, c'est vraiment intéressant de les avoir en plus dans ce petit appareil. Quand on va rentrer dans le menu de la RX0, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Sony, ça va être un vrai bordel parce que simplement c'est très mal foutu, on en a partout, c'est pas forcément logique. Si on cherche un réglage, on va faire plusieurs pages dans le réglage alors que c'est un réglage qu'on va utiliser régulièrement. Mais quand on connaît déjà la marque, on s'y retrouve assez facilement, on sait où sont placées les choses. Donc moi, ayant un Sony A7S, c'est vrai que je m'y suis rapidement retrouvé, mais je comprends quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui va être complètement perdu au début. C'est assez compliqué à prendre en main, mais une fois qu'on est habitué et qu'on sait où sont les choses, ça peut aller assez vite. Bien sûr, ça n'ira jamais aussi vite et ça ne sera jamais aussi intuitif qu'un boîtier réflexe ou un boîtier hybride où chaque bouton sera dédié à un réglage précis. Il faut savoir tout de même que en appuyant sur le bouton droite, on va retrouver, donc c'est le menu fonction en appuyant sur le bouton droite, où on retrouve tous nos réglages principaux qu'on va pouvoir également personnaliser. Je pense que c'est déjà faisable en fait sur des boîtiers hybrides comme la A7S, mais j'ai jamais eu à l'utiliser étant donné que chaque réglage est sur un bouton dédié justement. Donc heureusement qu'on a ça car on va pouvoir accéder rapidement à nos réglages et les personnaliser pour avoir vraiment les réglages qu'on utilise le plus souvent utilisables assez rapidement. Et on a également le bouton gauche qui est personnalisable et qui peut nous permettre d'accéder aux réglages que l'on souhaite. A savoir que de base, et c'est comme ça que je l'ai laissé, il nous permet de passer du mode photo au mode vidéo, au mode slow motion par exemple. Voilà pour le menu. Je vais parler rapidement du mode photo car je l'ai très peu utilisé, je l'ai surtout utilisé pour faire des hyperlapses et sans mise au point automatique. Donc il faut savoir que durant tout mon séjour, en fait, j'ai principalement utilisé la mise au point manuelle. Du coup, je ne sais même pas si par exemple en vidéo, on peut faire la mise au point automatiquement. Il me semble qu'on peut effectivement faire le focus avant de prendre une vidéo, enclencher la vidéo, mais à partir de là,
le focus ne bougera plus, donc il ne suivra pas les mouvements ou les personnes, et c'est vraiment pas un souci pour moi étant donné que j'utilise toujours le focus manuel. En photo, rapidement, le focus avait pas l'air mauvais du tout, mais après je ne peux pas juger plus que ça, étant donné que je ne l'ai pas utilisé. On retrouve la possibilité d'enregistrer en RAW, en JPEG ou les deux, ce qui est assez rare sur une action cam de pouvoir faire. Donc c'est pour ça qu'au début je vous disais que c'était pas forcément une action cam, et pour moi ça ne l'est pas. Donc maintenant on va parler vidéo, à commencer par les possibilités du boîtier. Donc au niveau des framerate, on peut filmer à 25 images secondes ou à 50 images secondes. C'est plutôt classique, on les retrouve aujourd'hui sur quasiment tous les boîtiers. On retrouve également la possibilité de faire du slow motion en enregistrant à 250 images secondes, 500 images secondes et 1000 images secondes. Il faut savoir que c'est joli sur papier, mais en réalité le 500 et le 1000 images secondes sont vraiment mauvais. Donc tout ça en 1080p, mais au-delà de 250 images secondes, c'est vraiment pas exploitable. Les images sont trop dégradées et la compression est vraiment trop forte pour pouvoir utiliser des images comme ça. Par contre, c'est vrai que ça fonctionne, hein, la slow-mo est vraiment correcte. À savoir aussi qu'à 1000 images secondes, vous allez cropper dans l'image. Donc le capteur qui est déjà assez petit va utiliser encore moins de capteurs pour pouvoir vous produire une image de 1000 fps. Donc ça va forcément cropper dans l'image. Et il vous faudra également beaucoup de lumière. Donc si vous augmentez les ISO, on verra ça juste après. Mais elle est vraiment mauvaise en basse lumière. Et donc pour avoir beaucoup d'images secondes, vous êtes obligé d'avoir une vitesse d'obturation assez élevée. Et donc beaucoup de lumière pour pouvoir pallier à cela. De plus, une fois que vous avez enregistré, il me semble que c'est 2 ou 3 secondes maximum quand vous filmez en high frame rate, donc en slow motion. C'est-à-dire que lorsque vous enregistrez une séquence qui va durer que 2 ou 3 secondes à 1000 images par seconde, vous avez derrière 1 minute de buffering. Ça veut dire qu'il va falloir 1 minute à la caméra pour pouvoir enregistrer toutes les images que vous venez de faire. Donc ça peut être assez long, surtout sur des images où vous avez envie d'en faire plusieurs à la suite. Donc pour moi, le 500 et le 1000 images par seconde, c'est vraiment du gadget sur cette caméra. Par contre, le 250 images par seconde, c'est un petit peu moins long vu qu'il y a moins d'images à enregistrer. Et la qualité d'image reste vraiment correcte. On va parler ISO. À partir de 2000 ISO, l'appareil il est vraiment mauvais en basse lumière. Bien sûr, si vous avez beaucoup de lumière, ça passe, mais si vous avez beaucoup de lumière, vous n'êtes pas obligé de monter à autant d'ISO. Alors sur un petit capteur, c'était évident qu'il serait plus mauvais avec des hauts ISO, mais le problème c'est que du coup, on ne peut pas utiliser correctement les profils d'image proposés. C'est-à-dire qu'il propose le S-Log2, qui est un très bon profil d'image avec un A7S par exemple. Avec la RX0, on est à minimum 1600 ISO. Et à 1600, on est déjà pas mal bruité, donc si on n'a pas beaucoup de lumière, c'est pas la peine de faire de la vidéo avec, et c'est dommage. Du coup, pour pallier à ça, j'avais quand même utilisé le boîtier, je l'ai utilisé toute la semaine en profil d'image Cine 2, qui me permettait de garder un large rang dynamique, et en même temps de rester à des ISO assez faibles, allant jusqu'à 200 ISO minimum. La RX0 propose une sortie HDMI qui va nous permettre, avec un enregistreur externe, d'enregistrer en 4K 25 images secondes. Et je l'ai beaucoup utilisé étant donné que j'ai un Atomos Ninja Flame. Et j'ai été assez bluffé en fait des images que j'ai eues parce qu'elles ressemblent beaucoup à ce que je fais avec mon A7S. Donc quelque chose de vraiment intéressant en fait avec cette caméra. Même si pour l'instant je peux paraître un petit peu déçu de la caméra, je suis en fait assez mitigé. Il y a des choses qui m'ont surpris et c'est vrai que par exemple là, d'avoir le rendu 4K, de le voir sur l'ordi, je me dis qu'il y a quelque chose à faire et il y a vraiment un potentiel intéressant à utiliser. Là où la 4K va pouvoir être également intéressante, c'est que donc vous êtes limité à un 24 mm et la 4K va vous permettre en post-production de cropper à 150% dans votre image et donc être plus proche de votre sujet. À savoir que au niveau mise au point, il faut être à minimum, je crois que c'est un tout petit peu en dessous, mais à 50 cm de votre sujet pour pouvoir faire la mise au point. Donc le fait de pouvoir cropper dans l'image, ça va permettre d'avoir le ressenti d'être encore plus près du sujet. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Au niveau de l'allumage de l'appareil, j'avais lu certains tests qui disaient qu'elle était assez lente et que c'était pénible. Moi au contraire, je trouve qu'elle est vraiment rapide. On appuie et au bout de 1 ou 2 secondes, elle est déjà allumée. Alors je sais pas pourquoi ça peut paraître long pour certains. Au vu de tous les appareils que j'ai pu essayer, c'est peut-être le plus rapide que j'ai eu entre les mains. Pour moi, c'est tout à fait acceptable. Quand j'utilise mon A7S en photo ou même en vidéo, quand je me balade, je le laisse tout le temps allumé parce que justement, c'est un petit peu trop long. À chaque fois que je veux le rallumer, et pour filmer des choses dans l'immédiat qui se passent sous nos yeux, c'est impossible de travailler comme ça. Là au contraire, je me permettais souvent de l'éteindre puisque je savais que en 2 secondes, ce serait allumé et je pourrais shooter quasiment immédiatement.
Ça permettait également de garder un petit peu de batterie, car parlons autonomie, elle est vraiment pas top. On pouvait s'en douter, sur un aussi petit boîtier, on a une batterie vraiment fine. Je crois qu'elle est donnée pour 1 heure d'autonomie. J'ai pu l'utiliser entre 45 et 50 minutes, donc on y était presque, en faisant uniquement de la photo, et j'ai dû faire un tout petit peu plus de 200 photos. En gros, j'ai fait un hyperlapse avec une batterie. C'est là où j'ai utilisé la deuxième caméra qu'on m'a prêtée, parce que j'ai pas utilisé en fait le multicam qui est possible avec ces caméras-là. J'ai préféré sauvegarder de la deuxième batterie pour pouvoir l'utiliser sur le premier appareil quand j'en aurais eu besoin. A savoir également que dans ces 50 minutes, j'ai utilisé l'appareil en mode avion, donc ça coupe tout ce qui est réseau, tout ce qui est Wi-Fi, et ça permet de sauvegarder un petit peu de batterie. Cette caméra, elle peut être aussi intéressante à utiliser avec d'autres caméras. Donc là, j'en avais 2 sous la main, comme je le disais juste avant. La deuxième, je l'ai utilisée uniquement pour la batterie. Donc j'ai pas essayé l'option multicam, et en fait, avec les fonctions Wi-Fi, ça permet d'avoir sur son téléphone un retour de toutes les caméras qui sont reliées en Wi-Fi avec le smartphone. J'en ai pas eu l'utilité, et même avec 2 caméras, je pense que c'est trop peu pour dire que ouais, c'est génial ou non. Par contre, là où ça peut être vraiment intéressant, à mon avis, c'est d'en avoir plus d'une dizaine côte à côte pour faire des images un peu bullet time. En mettre beaucoup, ça permet de les placer vraiment où on veut et comme on veut. Et je pense qu'en fait, c'est cette utilisation-là que Sony a voulu privilégier. Au niveau du son, la RX0 possède son micro intégré, et encore une fois c'est quelque chose que j'ai pas pu beaucoup essayer étant donné que j'avais un enregistreur avec un micro à côté, mais j'ai quand même essayé de parler face caméra pendant ma rando. Le résultat, je pense que ça peut dépanner sur certains plans, mais en tant que bruitage de fond, mais c'est sûr qu'en audio principal, c'est pas ce qui se fait de meilleur. Après, le test que j'ai fait, j'étais en pleine forêt, pas très loin d'une cascade et d'une rivière, donc c'est sûr que c'est pas les meilleures conditions pour tester le son d'un appareil. En même temps, vous n'allez pas utiliser une caméra pour faire du son, toujours en intérieur, surtout une caméra qui est censée aller sous l'eau, sous les intempéries. En fait, je profite d'être en rando, parce que simplement, j'avais pas encore testé le son de la RX0. Donc voilà, c'est maintenant chose faite, donc là c'est vraiment pas de bonnes conditions pour enregistrer du son, c'est-à-dire que je suis pas loin d'une petite rivière et d'une cascade. Je pense que le son serait bien meilleur si par exemple nous étions dans un espace clos, bien entendu, en intérieur avec très peu de sons parasites autour. Mais voilà, c'était l'occasion, parce que sinon je faisais pas du tout de test de son. Donc voilà, c'est pas un test très intéressant, vu que ce sera le seul. Mais ça donne une idée de est-ce que le son est intéressant dans ces conditions ou pas, on verra ça. Donc le son, pourquoi pas, en fonction de l'utilisation, en fonction de ce que vous faites derrière. Il y a également une sortie micro en mini jack. J'ai pas non plus essayé, mais c'est vrai que si vous pouvez brancher directement un micro dessus, pourquoi pas, à essayer. Tant que j'y suis, j'en ai déjà parlé, mais du coup, dans les choses que je n'ai pas essayées, qui sont pourtant, à mon avis, une des priorités de cible de la marque Sony, c'est le multicam, donc avoir plusieurs dizaines de caméras, avoir un retour vidéo en direct de toutes ces caméras-là, et pouvoir également les déclencher tout ensemble. J'ai vu qu'ils avaient sorti un câble qui permettait de relier par exemple un hybride Sony A7S à une RX0, et quand vous déclenchez sur une des 2 caméras, ça va en fait déclencher en même temps sur les 2 caméras. Donc si on fait pareil avec une dizaine de caméras, c'est vrai, on appuie une fois sur l'une, toutes se déclenchent, ça peut être vraiment intéressant. Mais encore une fois, j'en avais que 2 sous la main et j'en ai utilisé qu'une seule, donc difficile de vous faire un retour là-dessus. Au niveau de la prise en main, je voulais parler d'un autre truc, c'est donc vous avez 2 boutons au-dessus, qui sont le bouton d'allumage et d'arrêt, et le bouton de déclenchage ou d'arrêt de vidéo. Je trouve que c'est assez mal placé en fait ce bouton on-off, parce que si vous tenez votre caméra comme ceci, en fait vous avez tendance à appuyer dessus, donc pendant que vous filmez, vous éteignez votre caméra, il serait peut-être sur le côté, on aurait moins tendance à appuyer dessus. Un dernier point en fait sur tout le boîtier, ça peut paraître anodin, mais il y a le pas de vis sous l'appareil, et ça, en fait sur une petite caméra comme ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est ce qui manque au GoPro par exemple, où vous êtes obligé d'avoir tout plein d'accessoires pour pouvoir visser quelque chose. Alors pour conclure, est-ce que je la conseille ou est-ce que je la conseille pas ? Selon moi, pour ma propre utilisation, elle n'est pas forcément intéressante, à part pour la possibilité d'aller sous l'eau, mais c'est pas mon usage premier, donc j'en vois pas forcément l'intérêt d'avoir une caméra comme celle-là. C'est clair que par rapport à une GoPro, j'hésiterai pas, je prendrai celle-ci, ça c'est sûr. La qualité d'image est bien meilleure, on a un 24 mm et non un fisheye. Sur la GoPro, on a beau pouvoir enlever le côté fisheye et avoir un grand angle, la qualité va être détériorée, forcément. Vous allez étirer l'image pour pouvoir retrouver le grand angle, donc forcément ça sera détérioré. Surtout que le fisheye, ce que je veux dire c'est que pour moi la GoPro c'est vraiment une action cam dans le sens où vous allez l'utiliser pour faire des images d'action où c'est pas grave de voir la caméra, c'est pas grave de voir le trépied. Ici on a quelque chose qui est pour moi un outil beaucoup plus cinématographique,
qui va vraiment être là pour être caché à des endroits, dans des coins, qui, avec une grosse caméra, serait pas possible. Voilà pour ce côté-là. À savoir que pareil, niveau prix, c'est sûr que on va pas mettre 800 € pour aller faire du VTT de descente avec le risque qu'elle tombe. C'est vrai qu'on a assez peu de retours sur internet alors que cette caméra est sortie à l'été 2017, donc ça fait plus de 6 mois qu'elle est sortie. Et pourtant, on a encore peu de retours. Et il y a un vrai problème de cible. Je ne sais pas si Sony a correctement communiqué dessus, mais c'est vrai que même d'après les différents tests que j'ai trouvés, tout le monde se pose la question, mais pour quelle est cette caméra? C'est pas une caméra grand public vu le prix et l'utilisation, qui est vraiment particulière. Pour le même ordre de prix, vous pouvez trouver des caméras avec des objectifs interchangeables, avec des capteurs peut-être plus grands. Et en tout cas, si c'est pour faire de l'action cam, vous avez les GoPro qui sont plus de 2 fois moins chers. Donc c'est là qu'il y a un vrai doute qui plane chez la RX0. Voilà. Donc, pour qui elle est, à mon avis, c'est pour des pros qui font beaucoup de multicam, qui font beaucoup de plans, même pour le cinéma à la limite, mais avec des plans vraiment particuliers. Et c'est là où ça m'embête un peu, parce que à la fois elle est toute petite, elle peut être planquée n'importe où, et à la fois, si c'est vraiment pour un usage comme le multicam ou quoi, on s'en fout qu'elle soit petite, vous allez en mettre des dizaines à côté, avec des gros enregistreurs, avec des grues, avec toute une accessoirisation qui va faire que votre toute petite RX0, bah, au final, elle va être comme ça. C'est là où moi j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec cette caméra. Et en même temps, il y a un potentiel, même sans accessoirisation, il y a quelque chose à faire. Par exemple, pour les photographes, ça vous fait un tout petit appareil photo, vous avez quand même des réglages à l'intérieur qu'on retrouve uniquement sur des boîtiers experts ou professionnels. Donc c'est vraiment en fait un appareil photo miniature que vous pouvez glisser dans votre poche, que vous pouvez emmener partout avec vous, et là ça peut être vraiment intéressant. Je pense par exemple à la photo de rue où vous voulez prendre sur le vif, être discret, sortir l'appareil à n'importe quel moment. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un si petit outil. Après l'avoir utilisé pendant une semaine, c'est vrai qu'au début j'ai été un peu déçu parce que j'ai pas tout de suite su l'utiliser correctement. J'ai pas retrouvé tous mes repères que j'avais avec mon boîtier habituel et c'était compliqué en fait à gérer cette histoire d'ouverture et aussi d'être bloqué à 24 mm, de ne pas pouvoir faire des plans rapprochés et ainsi de suite. Donc je le sentais un peu moyen au début, mais avec l'utilisation ça allait beaucoup mieux et c'est vrai qu'à la fin, comme je vous disais tout à l'heure, je sens qu'il y a un potentiel intéressant mais que j'ai pas su l'exploiter à fond, et c'est là que ça peut être cool d'avoir la caméra un petit peu plus longtemps pour pouvoir l'utiliser au maximum de ses possibilités. Le gros point noir, c'est cette ouverture qui reste fixe à f4. En vidéo, c'est vraiment un problème. Par contre, au niveau des points positifs, dans le logiciel, on retrouve vraiment un outil performant et avec des réglages professionnels qui vous permettent de pousser votre créativité à fond. Et c'est vrai que c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir une caméra aussi petite, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous voulez passer la caméra quelque part, ça passe. Vous allez sous l'eau, ça va sous l'eau. Vous voulez rouler sur voiture, vous pouvez. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et à partir du moment où moi je l'ai branché sur mon enregistreur externe qui filme donc en 4K, quand on voit les images, ouais, j'ai été bluffé en fait de voir que avec un si petit appareil, on peut avoir une qualité vraiment intéressante. Voilà, je suis assez mitigé comme vous l'aurez compris. Je sens qu'il y a un potentiel et je sens que j'ai pas pu l'exploiter à fond et j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour l'exploiter correctement. Il y a toujours un doute sur l'utilisation, sur la clientèle qu'ils ont voulu cibler, avoir à l'usage. Donc voilà pour la RX0, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez pu utiliser la RX0, si j'ai dit des bêtises, si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!